Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 15 de C'est qui en pôle, donc pour débriefer du Grand Prix de San-Marin qui était le 13e Grand Prix de la saison. Et comment ça va, Steph? Bah, non, ça ne va pas. Voilà. Ça va pas? Rossi, double fracture, saison foutue, tout ça. Oui. Mais bon, je te l'apprends pas. Hein. Mais fallait le dire d'entrée. Mm. J'étais ronchon. Hein. Bah Et oui. même en regardant les qualifs, j'étais comme les petits vieux qui ruminent. Alors, ils déconnèrent et tout. Donc voilà, mais sinon oui, ça va. En tant que moi, ça va. Et puis bon, ça fait partie du pestacle. Hein. Bah c'est la vie. Voilà. Donc, d'ailleurs, cette espèce de Tati Daniel d'Agostini a encore dit récemment bah, il y aura une vie après Rossi, donc arrêtez de nous faire chier. Hein. Et par ailleurs, il faudrait pas qu'il fasse du motocross. Voilà, donc il a hurlé avec les loups, il est content. Ouais, Mais bon, il a le droit. hurler avec Léo, je sais pas, mais il y a eu quand même pas mal, effectivement, de gens qui ont dit ah, faut arrêter de s'entraîner à faire du motocross, blablabla. Alors, bah oui, mais bon, il y Oui, avait quand mais même bon, beaucoup de gens qui attends. disaient pour aller vite, il faut Ouais, et bien qu'ils s'entraînent, ces braves gens. Et je me pour suis fait la s'entraîner, bah réflexion c'est ça. aussi, si c'était se télé la gueule sur circuit, personne n'aurait rien dit en fait. Bah non. Donc Bah ça si, aurait là, il été... était sur circuit, c'est. Enfin, Oui, non, mais il est pas en sur circuit vitesse, de mais. vitesse. Oui, voilà, on est d'accord. Ouais, parce qu'il s'était déjà bien fait la même sur une piste. Donc Mm. et puis bah même Jarvis, tiens, Lynn Jarvis était interviewé sur Eurosport par la sémillante Vanessa Guerra et Mhm. il disait pas autre chose. Il disait ben les pilotes pour aller vite et être en bonne forme physique, ils ont besoin de cette discipline-là. Donc il n'y a pas de commentaire à faire sur il devrait pas, hein, Mm. ça arrive, c'est déjà arrivé à Marquez avant la saison, peut-être pas celle-là je crois mais celle d'avant qui se pète la jambe, mais c'était juste avant la saison, question de timing. Écoute, pas de polémique hein, de mon Mm. côté évidemment, je Ah suis bah aussi non. déçu que tous les autres VR46 fanboys. Ils ont quand même réussi à nous mettre des fumigènes au Mais départ oui, du, ça au c'était beau. départ du Ah ça GP. c'était beau, les mecs, tour de Ah bah, reco, ouh. puis ils ont investi quoi, je veux dire. Bah, t'as payé T'imagines ta qu'ils étaient place, périmés en plus franchement, les trucs. Imagine-toi ça périmé l'année prochaine, attends. Ah ouais, mais Non. t'en fous, quoi. Enfin, Bon, t'y rien vas à pour, foutre. quoi. Tu fais péter les fumigènes, quoi. Même il est pas là, tant pis, quoi. Bon, donc, quoi d'autre à dire sur cette blessure de Valentino? Ben que Biaggi lui a souhaité chaleureusement, et c'est pas une blague, Oui. sur Twitter, avec limite des petites fleurs, un émoticône de bouquet, hein, c'est pas ça, mais les mots y étaient, de se porter bien et de revenir vite. Donc sa Near-Death Experience a dû le changer pas mal, hein, parce qu'il s'était super ruiné en supermote, en s'éclatant de tout ce qu'il pouvait y avoir de côte dans sa cage thoracique, Ouais. en étant dans le coma et tout ça. Par ailleurs, il a affirmé ne plus vouloir rouler du tout en bécane, hein, que ça l'intéressait plus, donc on Ah peut bon? comprendre. Oui. Oui, c'est peut-être pris une dégelée par moment aussi. Hein. Oui, Donc, bah, tu sais, les dégelés, ouais, dégelés de maman, généralement. Hein, ça bon, dure 2 mois, quoi. ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis, hein, il serait pas. Ouais, c'est pas si c'est définitif, mais aujourd'hui c'est définitif. Oui. Combien de Et temps? normalement, il devait faire un peu sa post-carrière dans les paddocks avec son projet de Mhm. Moto 3, sauf que cette année, c'est passé à l'as pour des raisons de timing et du fait que ces deux pilotes pressentis avaient fini par trouver l'embarcation un peu Ah, branlante et se sont engagés ailleurs. Mais c'est n'est que partie remise parce qu'a oui. priori. Mais il y a eu des péripéties parce qu'il s'était fait lâcher par un constructeur, je crois, et qu'il s'était entre guillemets rabattu sur KTM, donc ça a failli se faire. Mais pas. Me Donc à dis pas que suivre c'est l'année Mahindra prochaine. qui devait. Je ne sais plus qui c'était, mais ben, je crois que c'est ça, non? Ouais, Non, non, mais c'est c'est pas bien une blague. possible, Hein. ouais. Oui. Oui, c'est ça, je crois que c'est Ouais, Mahindra. Et c'est pas drôle, puis... mais bon. Non, non. Mais je pense que c'est lié. Et est-ce que tu as vu cette, comment dirais-je, cette annonce, on s'en fout en fait, du remplaçant de Rossi pour la pige à Aragon. Oui, c'est Michael Qui Van est... der Mark qui va le remplacer. Ouais. Donc il est pas vieux, hein, Non. 25 ans. Ouais, il est champion d'Europe Superstock, champion du monde Supersport et double vainqueur des 8 heures de Suzuka. Triple S'il vous vainqueur plaît. des 8 heures de Ah, Suzuka. désormais triple. Ah, oui, tout Désormais à fait. triple. Oui, excuse-le. C'est vrai que faudra un peu que je me remette au bout du jour. Donc, moi, ça m'a quand même étonné parce que je le trouve fort sympathique et par ailleurs, c'est génial qu'il ait sa chance. Mais ils ont deux pilotes essayeurs et qui plus est japonais, Yamaha. Donc, on se serait attendu à ce que ce soit l'un de ces deux-là, notamment parce que Nakazuga a déjà tâté du GP. Ouais, moi je pensais plus que ça allait être lui, mais bon, je suis pas non plus dans le sein des saints, hein, Mhm. donc après Et voilà. parce que ce qui est un peu croquignolé, c'est que
il a jamais tâté une M1 hein, de son propre aveu. Hein. J'avais relevé sa micro-interview, il dit je n'ai jamais piloté de moto GP, ce sera une expérience complètement nouvelle pour moi. Je suis très curieux de voir quelles sont les sensations lorsqu'on pilote une telle moto. Alors t'imagines, c'est comme si tu vas pour un entretien d'embauche et les mecs te disent vous avez de l'expérience. Oh bah je pense que ça doit être pas mal, hein, on va voir, ça a l'air sympa ton non, truc. à mon avis, elle doit déchirer ta bécane, mec. Ouais, c'est bon. Attends, elle lève en 3 ou quoi? Elle prend 3,20, non? Vas-y, fais des rupteurs, vas-y. Non, mais... Et puis, cool. Je pense aussi que on voit son palmarès, c'est tout sauf un Mickey. Mais les M1, les MotoGP, c'est des tels trucs bizarres que tu peux te dire, à part le pilote essayeur, même s'il est, passe-moi l'expression, s'il est pas au point, tu pourrais l'aligner. Bon, on s'en fout. C'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui avons le carnet de chèques. Et puis pour une fois on va pas accuser les Japonais d'être japocentrés. Ouais. Nippo-centré, excuse-moi. Donc voilà, Van der Mark, ça peut être intéressant pour lui. Et pour nous. À mon avis, ça va l'être pour lui déjà, parce qu'il va découvrir la moto, et puis qui sait, on verra bien. Hein. Exactement. Tu nous parles du jeu du million. Et oui, puisqu'on a un gagnant. Oui, il a été chez Risoli, tourner la roue. Il y avait qu'une seule case en fait. C'était lui. Tito Rabat. C'est Tito Rabat qui a... qui a signé pour la première moto d'Avintia. Il en reste plus qu'une, c'est la dernière de la grille, donc on verra bien qui va l'avoir. Ça va être soit les sous-sous, soit les points-points, mais ça va être dur d'avoir les deux. Mais sinon, c'était vraiment entre les deux courses, il y a eu une précision assez intéressante sur les courses de moto électrique. Donc c'est Spelata qui avait donné pas mal de détails pour 2019. Il souhaiterait commencer un championnat avec 11 équipes, donc il parle de 7 équipes indé de MotoGP et les top 4 de Moto2, avec un seul constructeur moto. Alors pour le moment, il y a 2 fabricants en lice, hein, donc pour le moment, il n'y a pas de décision de prise. Et a priori, Capir aussi a déjà fait quelques tours de roue pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on en avait déjà parlé dans une émission, et on a des précisions petit à petit. Donc c'est intéressant de voir que le projet prend forme et devrait se concrétiser en 2019. Donc c'est plutôt pas mal. Ça serait sur les épreuves européennes, donc centré plutôt sur le milieu de saison. Donc ça va être intéressant de voir. Ouais, moi ça m'intéresse d'autant que toi comme moi on sait que les moteurs électriques ont un couple instantané et démentiel. Donc, si c'est bien géré, ça peut être non seulement pas ridicule, mais déjà hyper intéressant en plus de les comparer à même circuit, parce que les trucs à 4 roues là qui se tiennent aux Invalides ou sur un quai désaffecté à Brooklyn, moi ça me dit pas grand chose, parce que je vois des voitures qui vont vite sur des circuits qui sont pires que le circuit de Macao. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors, je comprends l'idée de faire des choses en centre-ville pour intéresser les gens. Ouais, ça fait une belle com, ouais. Par contre, niveau sportif, ce serait pas idiot aussi qu'ils en fassent courir quelques-unes sur des circuits de F1 qui sont peut-être trop longs, en fait, pour des voitures électriques. C'est clair. Il faut que les circuits soient quand même assez courts. Ouais. Parce que, on verra pour les se cacher. bécanes, Pour le moment, l'autonomie à la vitesse où ils vont, c'est je suis beau d'or qu'elles vont pas faire 30 tours, hein, les motos électriques. Non, mais bon, on verra de toute façon. En gros, c'est celui qui arrivera au bout du tour de Réco. C'est celui qui aura gagné. Ah, Teddy, il a fini, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et pas à la Zarco. Pas en poussant. Bon, donc on va passer à ce Grand Prix de San Marin. Avec les essais, les grilles, etc. Alors, en fin de qualif, il y a eu une très très grosse chute, donc samedi, entre Rodrigo et Livio Loy, à savoir que Rodrigo a chuté juste devant Loy, et en fait, sa moto a servi de tremplin, et Loy, il a vraiment été éjecté très très haut, et très très grosse chute, et il s'en sort quand même très très bien, puisqu'il a uniquement une clavicule cassée, donc il aurait pu s'en sortir vraiment mal. Quand on voit l'ampleur de la chute, c'était quand même assez spectaculaire, et bon, surtout surprenant, parce que à mon avis tu t'attends pas à ça, et la manière dont il a été projeté en l'air, ça a été assez... c'est pire qu'un high side, hein. C'est un double high side. Il est parti très très haut, hein. C'était pas chouette, mais bon. Voilà. C'est la technique de Fosbury, hein. Tu transformes ta vitesse horizontale en vitesse verticale.
Et là, waouh. Donc, pour le départ, on a eu Martin Mir et Di Gianantonio en première ligne, Bastianini, Fenati, Rodrigo en deuxième ligne, et en troisième ligne, Ben Snyder, Boulega, Canet. À savoir qu'il y a eu quand même un joli bugle au niveau des positions, puisque Bastianini a perdu 3 places. Sasaki, Antonelli, ils en ont perdu 12. Bref, ça a pas mal bougé entre les temps au qualif le samedi et la grille le dimanche. Alors, en Moto 2, on a eu une grosse chute en FP1 aussi pour Alex Marquez, donc qui lui s'est cassé la hanche, donc il n'a pas couru évidemment, et c'était aussi pour le coup une chute très très importante et très spectaculaire. Après au niveau des qualifs, donc ça a été Pasini en pole avec Morbidelli et Egerter sur la première ligne, Baldassari, Nakagami, Bagnaia en deuxième ligne, et Lutti, Corsi, Oliveira avec Quartararo 10e. Alors Pasini quand même, il commence à faire des très très belles qualifs. Je crois que c'est sa 4e pole d'affilée. Donc ça commence à devenir intéressant. Maintenant, il faut qu'il concrétise en course, quoi. On passe au qualif MotoGP. Absolutely. Les Q1 voient les Aspar s'en extirper, puisque Bautista devance Abraham. Alors il y a eu une sorte, un peu de tapis vert, on peut dire, alors qu'il était rouge, c'est Bolger qui s'était extrait dans un premier temps. Et puis il a été rétrogradé, puisqu'ayant mordu, donc son tour a été annulé, il a mordu un micron de la zone post-vibreur, ce qui a valu d'ailleurs un ronchonnage de Poncharal, parce que ils disent ce que tout le monde pense, à savoir que c'est trop sévère, mais en même temps la règle étant la règle, voilà. Donc il est d'accord avec la règle, mais ça le fait chier. Bah oui. Mais c'est de bonne guerre. Apparemment, pour une fois qu'il y a un mec qui s'exprime sans faire de langue de bois, tu as quand même les deux Suzuki qui finissent 20 et 21e. Alors on ne veut pas faire de ricanage gratuit, mais c'est aussi notable que le fait que les Aspar s'extraient de la Q1. Ils sont à la cave, les Suzuki. Ouais, c'est dur. Parce qu'Yannone, dans l'une des 3 FP qui comptait, avait réussi à faire un truc parce qu'il avait pris des roues. C'est les deux Pugnet qui le dit, c'est pas moi. Hein. Non. Il avait fait il était dans le top 10 du chrono, donc il était pas largué, quoi. Il était pas ridicule. On en est là quand même, pour Yannone. Donc voilà, on va éviter de s'acharner. Le sort le fait tout seul sur lui. Donc ce qu'on retrouve en Q2 qui se passe, c'est que Vignales, qui avait l'air plus serein que lors des précédentes qualifs, parce qu'on le voyait toujours limite foutre des coups de latte dans son tabouret quand il rentrait au box, là il finit en pôle, il était à tout sourire le garçon, avec Dovi un peu la force tranquille, qui fait jamais de trucs rock'n'roll, contrairement à Marquez. Mais Marquez en fait avait bien figuré et tapé des pendules lors du Money Time, parce que lors des derniers Grands Prix, il me semble que c'est dans les 3 derniers tours qu'il se chip les premières places. Il n'a pas pu participer au jeu de Hippoglouton de j'attrape la pole, puisqu'il s'est gaufré, Marquez. Donc l'ordre final de la première ligne, c'est Vignales, Dovizioso, Marquez. Suivent Crutchlow, Lorenzo, Clap, Lorenzo, quand même, et Zarco. Clap aussi, pas pour les mêmes raisons. En fait, tu vois, Lorenzo, on Clap, parce que c'est une sorte de résurrection. Alors que Zarco, c'est une confirmation, toujours dans les bons coups, parce que 12e ligne, 6, c'est quand même pas de la merde, Suivent Pedrosa, qui galère tellement, qu'il peut à la limite presque être content de sa 3e ligne. Petrucci, l'outsider, et puis Aleix Espargaro. Alors l'Aprilia dans le top 10, pour plus exactement 9e. Oui. Et Pirot qui ne démérite pas parce qu'il est wildcard et donc 3e Ducati officiel et il finit 11e. Il avait brillé aussi dans la première FP, je crois. C'était un des premiers à être dans le rythme, mais il faut tempérer ça par le fait qu'il passe sa vie sur ce circuit. Oui, Dixit les commentateurs. Oui. Encore une fois, moi je ne veux pas diminuer la mérite de cette personne. Donc, moi, tu pourrais me faire passer ma vie sur oui, circuit. Pareil. Je pense que oui, même si tu me fais faire un circuit, toujours une heure derrière. Oui, bien sûr. Voilà, donc voilà. Ouais, c'est quand même, il est quand même bien gazé pour un gars qui est wildcard. Donc voilà pour les qualifs. Bon, alors on va passer aux courses du dimanche. Alors oui, dimanche, très très grosse pluie sur le circuit.
Donc les warm-up ont servi à tout le monde pour préparer les setups. Sauf que Maria Herrera elle s'est cassé la clavicule durant le warm-up, donc forfait pour cette course. Alors ça part sur une piste détrempée. On a Martin, Mir, Fenati qui sont dans le coup au début. Di Gianantonio est le premier à faire une petite erreur alors qu'il était bien placé. Il sort large et peut rejoindre la piste, mais bon, forcément un petit peu détaché. Et on sent quand même que les pilotes sont sur des œufs. C'était très très limite pour pas mal d'entre eux. Et il y a eu beaucoup de chutes. Donc Bastianini pour commencer la série. Et là, à partir de ce moment, Fenati va prendre la tête. Après, il va y avoir aussi Suzuki qui va chuter. Et on va voir petit à petit que Fenati va vraiment commencer à creuser l'écart devant Martin et Mir. Et Ben Snyder aussi est dans le coup. Di Gianantonio, Eutel, Canet. Alors, Ben Snyder va chuter à son tour, McPhee, Antonelli, Danilo, Guevara. Et donc, ouais, c'est une longue liste de chutes. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi. A priori, il y aurait qu'une seule gomme en pneus mouillés pour les Moto 3, Moto 2. Ça pourrait expliquer le nombre de chutes, mais bon, il y a eu vraiment beaucoup d'abandons ou de pilotes qui ont chuté et qui ont essayé de repartir. Le fait est que Romano Fenati, devant, c'est vraiment la fête, c'est-à-dire qu'il prend énormément d'avance sur tout le monde. Alors on a Martin qui était deuxième qui chute aussi, Rodrigo qui va chuter aussi, et donc Mir, Di Gianantonio, Eutel, Canet. C'est assez spécial à suivre dans le sens où sur la pluie, c'est vraiment comment dire, c'est pas que sur le sec ce soit pas le pilote qui fasse la différence, mais les différences justement de pilotage, elles se font clairement sentir, ou quand tu vois qu'un mec qui est à l'aise et il sait régler sa moto pluie comme Fenati, bon voilà, il s'envole, il prend tout de suite 15 secondes et puis tu le revois plus. Donc ça va continuer avec Sasaki qui va chuter. Alors visiblement le virage 6 est clairement difficile pour le peloton. Et comme je le disais, donc Fenati prend 15 secondes d'avance sur Mir à 9 tours de l'arrivée. Et Mir met aussi 7 secondes au troisième, dit Gianantonio. Donc voilà, les écarts sont creusés. Alors il va y avoir quand même un petit warning pour Fenati à 3 tours de l'arrivée, histoire de lui rappeler qu'il faut rester concentré. Et par contre, Canet va chuter alors qu'il était bien. Au final, c'est une course où il n'y a pas vraiment eu beaucoup de suspense, dans le sens où c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire chaque pilote applique à peu près le rythme qui peut tenir sous la pluie, et donc du coup ça fait des gros écarts, et surtout c'était très très difficile de rester sur ses roues. Donc voilà, Fenati s'impose avec Mir deuxième et Di Gianantonio troisième. On a Eutel, Boulega, Ben Snyder et beaucoup de chutes et des pilotes qui sont repartis avec par exemple Bastianini qui finit 15e en ayant chuté 2 fois. Donc c'était quand même assez compliqué, très piégeux. Côté Frenchy, donc on a Jules Danilo qui a chuté alors qu'il avait réussi à remonter jusqu'à la 11e place en partant 31e sur la grille. Donc c'est dommage, mais voilà. Bon, il a montré qu'il était à l'aise, mais bon, ça a pas suffi. Tu l'as vu cette course, non ? Moi qui ai beaucoup d'empathie et de peur par procuration, quand je vois ça, il y avait un tapis de flotte par terre, il y en avait partout. C'est pas comme une piste humide foncée, tu vois, c'est une piste humide, on se voit dedans. Ouais, donc j'ai regardé le résumé, mais même en n'étant pas en live, j'avais les chocottes, tu vois. Donc bon, on voit quand même ce que ça a donné, hein. C'est presque, on est à la limite de l'absurde dans ces conditions, sur les courses. Mais bon, c'est dur. Les plannings étant ce qu'ils sont et les contraintes étant ce qu'elles sont, on court. Et a priori, il y a des voix qui se sont levées pour dire que ce circuit est spécialement mal drainé, hein. Après, oui, puisque tu voyais qu'il y avait des flaques, des grosses flaques à certains endroits. Donc on va passer à la course Moto 2. Donc on a Morbidelli qui part bien avec Egerter, Pasini, Oliveira qui lui emboîte le pas. Bon, la piste est toujours dans le même état. On a Marini qui cette fois-ci va être le premier à chuter. Donc on a Pasini, Baldassari qui vont lui emboîter le pas. En tête, on a Morbidelli qui prend le large avec 3 secondes au troisième tour et il perd l'avant. Donc voilà,
Pour le coup, il pourra pas reprendre la piste. Lutti en profite pour repasser 2 et on va vite le panoter donc justement de la chute de Morbidelli parce que pour le championnat, ça relance tout. Et Egerter prend la tête devant Lutti et Oliveira. On a chute de Ponce, Navarro, Viñales à son tour qui va chuter. On a par contre un pilote qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes, donc Siarin, le pilote malais qui remonte petit à petit et est très à l'aise dans ces conditions. Bah, tu m'étonnes. Il se croit à la maison là. Là, des murs de flotte. Ah, c'est normal. On a donc Oliveira qui lui offre la possibilité de jouer le podium parce qu'il va chuter alors qu'il était 3e. Alors je ne connaissais pas cette habilité des Suisses à conduire sous la pluie, enfin à piloter, pas à conduire. Bah, ils font une belle démonstration puisqu'on a Egerter qui avait pris un peu d'avance. Alors Lutti il recolle quand même, je dirais pas facilement mais petit à petit il recolle et il va se faire une petite chaleur donc on va voir qu'il va être un petit peu plus après tendre sur la piste. Il va rester sagement 2e en se disant que 20 points c'est quand même bien pour le championnat. On a Nakagami, Bagnaia, Corsi, Binder et Quartararo qui sont dans le même rythme, dans un bon rythme derrière le trio. Et Siarin revient fort sur les Suisses. Nakagami va chuter, Corsi aussi. Ça va se terminer avec une victoire d'Egerter devant Lutti et Siarin. Comme je l'ai dit, l'abandon de Morbidelli, ça resserre sérieusement le championnat. On le verra un petit peu plus tard sur le point championnat justement. Et on a Bagnaia, Binder, Cortese et on a Quartararo 7e et Corsi 8e. Donc voilà, c'était une course à peu près pareille comme Auto 3, c'est-à-dire tu tiens ton rythme et on voit à la fin. Et Quartararo était interviewé après la course, c'était un petit peu grognon parce qu'il s'était fait pris 2 secondes et quelques de pénalité, mais j'ai pas vu sur quelle action il a coupé un virage qui s'est raté, non mais ça a priori ne lui a pas pris, ça ne lui a pas pris de place. Il aurait dû faire 6. Comme généralement il rame à mort, une place c'est important quand même. Oui, c'est sa meilleure place de la saison, il avait déjà fait 7ème sur une course précédente. 6 ça aurait été tapissé, mais bon. Ouais, mais il était semi-chonchon. Oui, semi-chonchon. Déjà il finit sur ses roues. Tu sais, ma passion pour les gens qui finissent sur leur roue. Bah, oui. Et qui s'éclatent pas le tibia péroné à l'entraînement. Oh merde. Excusez-moi, j'ai craqué. Tu sais, je t'avais dit via Twitter cette semaine qu'on allait me retrouver en PLS devant mon ordi en train de marmonner des incantations anti-espagnoles. Et que le seul moyen de me sortir de mon état de transe, c'était de me dessiner un pentagramme sur le front avec l'huile du moteur cassé de Marquez. Donc j'ai toujours pas mon huile. Écoute, je sais pas si on peut l'acheter sur eBay cette histoire, mais j'y compte bien. Je vais m'en faire une amulette, tu sais, un petit flacon d'huile de moteur cassé de Marquez que je porterai sur moi comme ça et je l'embrasserai. Excuse-moi, je craque. Ouais, tu craques là. En course MotoGP sans Rossi, on va appeler ça comme du mini-moto du speed machin, les saloperies là, qu'on fait sur les parkings à Intermarché. Non, trêve de blagues. Tous les ténors étaient là, sauf un, donc on va dire que c'était quand même une course de MotoGP. Et alors, ancien ténor qui revient, comme Pavarotti en son temps, avec une deuxième jeunesse, Lorenzo. Qui fait un gros départ, sous la pluie, il faut le noter quand même. Qui fait un énorme départ, tellement il fait un gros départ qu'il se vote tout de suite, c'est Abraham, donc au revoir KRL, désolé. Mais Lorenzo essaye de nous faire une Lorenzo, suivi quand même vaillamment par Marquez, Dovi et Viñales. Certes il pleut plus, mais il y a toujours pas mal de flotte sur le circuit, c'est moins pire que les 2 courses précédentes, donc ils peuvent s'avérer chanceux. En tout cas là-dessus, mais Lorenzo tiendra la dragée haute, les ordres s'inversent un peu derrière lui puisque ce sera toujours Marquez en Morbac et Dovi, mais c'est Petrucci qui pointe le bout de son nez, on verra après que ça a son importance. Suivi de Viñales, Crutchlow, Miller. Alors Miller et Crutchlow, c'est des gens qui aiment bien la pluie a priori, ils aiment bien se faire plaisir. Zarco, toujours pas, c'est pas du tout diesel, mais il démarre prudemment. Voilà, il essaye pas de nous faire une cathare, il reste à sa place. Et Baz montre assez vite le bout de son nez parce il semble à l'aise en tout cas assez vite. Et donc et d'ailleurs il misait sur un dimanche pluvieux pour pouvoir se montrer. Alors Crutchlow chute, il dira après en interview que c'est 100% de sa faute. L'intérêt de ce jeune homme, c'est que quand il dit des trucs, il dit c'est ce qu'il pense et il aussi dire quand il se vautre, c'est pas la faute de quelqu'un ou quoi, c'est pas parce que c'était mouillé, parce que tout le monde savait que c'était mouillé, tout le monde court sous mouillé. Donc là il s'est loupé, donc my bad. Et alors Lorenzo aussi, bien qu'il s'était semi-envolé à 4 secondes je crois, et il alignait les meilleurs tours en course, il s'est tapé un turbo high side. Pareil, moi je fais
je fais le furteur, j'écoute un peu les interviews de post-course et surtout les lundis, on en sait un peu plus que les dimanches. A priori, il concéderait que le Lorenzo se serait déconcentré parce qu'il était en train de trifouiller ses cartos. Ce qu'on peut comprendre aussi parce que sous la pluie, tu dois passer ton temps à trifouiller tes cartos pour pas t'en mettre une. Mais là, je pense qu'il a dit tiens, ça y a un virage. Oui, merde. Ah, mettre plus. Donc, trop. Ah là là. Donc voilà, là, c'est. Moi, je trouve que tu sais que je ne suis pas un fan de ce personnage, mais ce qu'il a fait sous la pluie, sachant qu'il déteste la pluie, on l'a vu limite en train d'abandonner lors d'une course qui était sous la pluie. Il abandonnait pas, mais il prenait 10 secondes au tour. Quoi. Ouais, résigné en mode Sam Love, tu vois. Il était pas résigné en mode non, j'assure les points. Il était à la cave, le gars. Il veut tenir un dragée haute à tout le monde, il y arrive, bah, il se gaufre comme beaucoup l'auront fait finalement quand tu regardes la physionomie de la course. Chapeau à lui, parce que vu sa condition, je trouve ça assez chevaleresque. Oh, ouais. En parlant de chevaleresque, on voit Bas qui se pointe 6ème sur ses entrefaits. Petrucci, mécaniquement, se retrouve devant parce que entre temps il avait doublé Marquez et Dovi. Donc il fait son malin, il avait annoncé déjà il y a un bout de temps qu'il lui en fallait une au compteur et que ça le faisait chier de pas en avoir, hein, surtout après Assen je pense. Donc il a vu là, il a le goût du sang. Alors Baz malheureusement chute, une perte de l'avant alors qu'il était en bataille pour gratter de la place. Barbera aussi. Loves le chat noir, c'est plus un chat noir, c'est un troupeau de chats noirs chute. Et Pedrosa il va chercher les endives à la cave parce qu'il est 17ème. C'est pas son week-end non plus. Ce serait pas son année non plus, comme chaque année si j'ose dire. Malgré toute l'affection que j'ai pour lui. Yannone abandonne pas sur chute, mais abandonne pour une raison que je n'ai pas. J'avais 21ème sur la grille, donc on ne sait pas. Et à la rigueur, on a tendance à s'en foutre. Je veux dire, à ce niveau-là de Scoumoun et de non-performance. Non, mais je veux dire, que ce soit un capteur, tu vois, un pneu ou quoi, c'est pas Marquez ou Rossi qui casse un moteur. Quoi. Oui, il est à la cave et sa bécane s'arrête. Si pas. La raison était... Je veux dire, Suzuki, pour moi, c'est pas le symbole de la bécane qui doit jamais casser. Contrairement aux ultra fiables. Ouais, pour moi, les Suzuki en ce moment, c'est la famille Aprilia et KTM, hein, en termes de référence de bécane, en fait. Par contre, malgré tout le mal que je suis en train de dire de cette sympathique équipe, Rins est 9ème. C'est pour ça que je te dis ça. Chapeau le gars, hein, parce que il manque de rythme encore, hein, vu qu'il a loupé plein de grands prix, et il se place très très bien, sachant d'où il vient. Et même très 9ème, c'est quand même pas de la merde. Hein. Bon, Tito Rabat out. Et Petrucci, pendant ce temps, tient la dragée haute à Marquez, et mieux que ça, parce que Marquez se fait des grosses chaleurs, notamment sur des débuts de high side. Hein. Mais le Petrucci, à un moment, il se fait un travers de motocross, je sais pas si tu l'as vu sur les rediffs, mais il rentre tout en travers avec l'avant et l'arrière qui glissent. J'ai vu qu'il y avait des très très belles photos de... Chacun manque de 100 mètres des belles, hein, quand même. Ça passe à ça. J'ai vu une photo de Marquez, ça fait peur. Dovi, on sait pas s'il se résigne ou s'il galère trop, mais il est 3ème et super loin, on le voit plus sur les angles de caméra. Et à 3 tours de l'arrivée, comme bien entendu, Marquez se rapproche inexorablement et on sent bien que l'estocade est pour bientôt. Donc au tout début de dernier tour, il double Petrucci, qui lui n'arrive pas à raccrocher. Il dira ensuite qu'il n'a pas réussi parce que comme il sentait que son pneu arrière était quasi mort, il fallait pas qu'il chute à ce moment-là, sinon c'était le cauchemar. Oui. Il y a un cauchemar, c'est de perdre le Grand Prix au profit de Marquez. L'autre cauchemar en deuxième rideau, c'est de tomber, quoi. Oui. Il a déjà ce métier-là de pas tomber, donc c'est tout à son honneur. Et Marquez dira ensuite que s'il a fait ça comme il l'a fait à ce moment-là, c'est parce qu'il savait que s'il essayait de passer plus tôt, ça allait bastonner, il allait être obligé de surrouler. Et pour lui, surrouler pendant un tour comme il l'a fait, c'est une chose. Pendant 5 tours, il était sûr d'aller au tas. Grosse sagesse de cet homme-là. Donc je suis en train, dans le même podcast, de tresser les lauriers de Marquez et de Lorenzo. Je sais pas ce qui m'arrive. Je crois que je vais l'archiver. C'est le début de la dépression. Hein. Ouais. Je sais pas si nos auditeurs pourront éventuellement aussi. Je pensais ce que je suis en train de dire, le faire graver sur un vinyle, sur un micro-sillon en argent, et l'envoyer dans la prochaine sonde Cassini pour vraiment que ce soit la postérité, quoi. Non mais bon. Donc voilà. Voilà, Marquez, il a fait une
très très belle course d'une manière globale. Enfin, je pense que tous ceux qui arrivent au bout, Oui. c'est génial ce qu'ils arrivent à faire parce que c'est des conditions de piste qui sont très très compliquées. Je pense que pour prendre le risque de dépasser sur une piste comme ça, ouais, c'est très très fort. Hein. Et ce qu'a fait D'ailleurs, Marquez, Baz, c'est super. ouais. Et puis pour revenir à Baz, je crois qu'il est même tombé 2 fois. Oui. Donc, et il repart quand même. Et il finit. Donc, quand même, chapeau aussi à tous ces warriors. Et puis, bah ouais, le métier impressionnant. Comme quand Marquez leur fait le renard à se laisser passer pour leur rentrer dans le flag to flag dans le dos à la précédente course, où il y a 2 courses. Là, il sait que s'il passe tôt, il va devoir bastonner et qu'il a toutes les chances de s'éclater, voire les deux. Et il passe que au dernier moment parce que bon, il y a aussi le niveau qui fait qu'il sait qu'il peut, hein. Et puis qu'il gère, entre guillemets, il gère Ouais, puis voilà, après quand t'es à 2 à te battre pour la tête, t'as le risque que le troisième réussisse à remonter parce que justement dans la baston tu vas perdre du temps, etc. Donc lui il a préféré la jouer comme ça. Bah voilà, c'est lui qui gagne. Bon après ça restait une belle course. Hein. Donc ça nous donne un podium Marquez, Petrucci, Dovizioso. Ouais, toujours en mode je prends les marrons. Il prend les marrons, le garçon. Vignales, dans la série marron, il se place là aussi parce qu'il a fait le dos rond et il tombe pas. En tant que seul Yamaha officiel, il était de bon ton de finir quand même. Avec Pirot, chapeau, hein, le policier wildcard qui vient faire des excès de vitesse. Puis Miller, hein, qui... Alors je vois que sur le conducteur tu as mis toujours là dès que ça mouille. Australien, tu veux dire quoi par là? Ah, c'était juste non, parce que ouais, c'est comme un des journalistes Patterson, je crois qu'il avait tweeté un truc du style it is getting wet before the warm-up. Oui. Je l'ai dit, faut pas sortir ça de son contexte. Et il y a Redding pour un English autre que Crutchlow, c'est une belle place, hein, Redding, ce qu'il a fait. Rins, on l'a cité, n'est-ce pas, et Folger, qui, bon an, mal an, arrive à s'en sortir. Et pourquoi on ne voit pas Zarco dans toute cette liste improbable? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ils ont dû se faire un petit peu taper sur les doigts, mais voilà. Donc les gens qui ont calculé la conso moyenne pour dire blablabla, et ben faut mettre tant de litres d'essence, et ben ils se sont trompés. Et donc du coup, Zarco il a fini en poussant la moto. Alors à la 15e place, hein, ce qui ramène quand même un point et ce qui lui vaut quand même l'applaudissement de tous ceux qui étaient sur le muret pour ceux qui arrivent. Hein, mais bon, voilà. Donc une erreur de calcul de conso. Et voilà, ça fout tout en l'air. C'est dommage parce qu'il était bien placé et bon voilà, c'est comme ça. C'est pas de chance. Il finit juste devant Baz. Baz fait 16. Zarco 15 et Baz 16 avec ses 2 chutes. Et tu avais noté aussi dans la série des choses intéressantes, des infos techniques. Oui. Donc, étant donné que Valentino Rossi courait pas à Misano, Alex Briggs restait tranquillou chez lui, avec les kangourous en Australie. Et ce qui est de sympathique, alors je sais pas si vous le suivez sur Twitter, mais il est toujours cool, Alex. Et il a expliqué, en gros, je crois qu'il y avait une quinzaine de points où il disait bon voilà, on change les fourches, on fait ceci, on fait cela, et on finit par allumer la lampe rouge derrière, et après on met une claque sur le cul du pilote et c'est parti. Oui, c'est Alex Briggs, il est pas avare d'infos, même s'il est tenu, j'imagine, à un secret plus que tendu, mais dès qu'il peut dire des infos qui mangent pas de pain, il expliquait les grandes lignes dans le paddock. Donc je trouvais que c'était super sympa. Et surtout, il a expliqué, je crois que c'était une réponse à un tweet pour lui demander qu'est-ce qu'il y avait autour des disques carbone. Et il a expliqué qu'en fait, ils sont un petit peu encapsulés pour éviter de prendre des projections de pluie. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des petits insiders comme ça. Ouais, parce qu'il faut qu'il reste chaud en fait. Contrairement aux disques acier qui aiment bien être refroidis, les disques carbone n'aiment pas être refroidis, sinon ils sont je pas crois qu'ils aiment surtout pas la pluie. Ah, la pluie, peut-être c'est encore un facteur aggravant. Mais bon, on va quand même parler des 2 gros perdants aujourd'hui. En la personne de Lorenzo qui rechute au général à la 9e place. Donc c'est quand même très très loin. Bah oui, c'est un résultat blanc, mais comme je l'avais dit, c'est le seul truc, mais ça lui fera une belle jambe, c'est qu'il y a du panache dans ce qu'il a fait. Et sous la pluie, essayer de se faire une Lorenzo sous la pluie, alors qu'on sait très bien que c'est pas l'homme de l'Atlantide, le Jorge. C'était bien tenté, franchement. Mais bon, surtout le
le gros bémol, enfin c'est même plus un bémol à ce niveau-là. Ça, c'est Jean-Claude C'est Duss, là. C'est le prix Jean-Claude Yannone Duss. qui se retrouve 16e au général. Bon, il y a encore 5 courses, hein, donc on verra le classement final. Mais il est quand même derrière Aleix Espargaro sur Aprilia. Il est derrière Baz sur une Ducati de 2015. Il a que 6 points d'avance sur son coéquipier qui a loupé 5 courses suite à sa blessure. Ouais, c'est plus que moyen, quoi. C'est dur. Enfin, c'est un constat qui est difficile ouais. Mais tu peux difficilement arguer que la moto est Mm. mal née, parce que Rins fait des trucs. Ouais, Donc, Rins, voilà, il se blesse en première moitié de saison. Il est quand même là, top 10 sous la pluie, et il arrive à faire des choses. Ouais, c'est dommage, hein, là, il est... Enfin, Andrea, faut y aller, quoi. Alors, un petit point championnat avec en Moto 3. Mir en tête avec 246 points, Fenati deuxième 185, Canet troisième avec 162. En Moto 2, gros resserrement puisque Morbidelli est resté à 223 points. Lutti est revenu à 214 et on a Marquez qui est troisième avec 155. Donc là, Marquez pour le titre c'est foutu, sauf grosse surprise, mais ça va jouer entre Morbidelli et Lutti, et surtout qu'avec 9 points d'écart, rien n'est joué. Ça peut être, à mon avis, une fin de saison très très intéressante qu'on va suivre dans cette catégorie, et le plus intéressant c'est en MotoGP, puisque là on a Marquez en tête avec 199, Dovi avec exactement le même nombre de points, et Viñales troisième avec 183 points, donc 16 points de retard. Là, c'est pareil, il y a encore 3, ça peut se jouer encore à 3. Donc ça va être très très intéressant ouais. à suivre. Mais sachant que sur les derniers Grands Prix, il y en a au moins autant pour chacun. À savoir, il y en a que Marquez adore, il y en a que Dovi aime bien aussi. Ça va être très très c'est équilibré. pas trop déséquilibré de ce point de vue-là. Sachant que maintenant, officiellement, on pourra dire que charge à Lorenzo d'aider Dovi. Oui, je pense que... Il y a dire autre chose. Oui. Bon, bah, moi je demande à voir, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il est officiellement coéquipier / porteur d'eau de Dovi championnat. par le fait. Donc voilà, c'est... Ah oui, c'est clair. On a Zarco donc, qui est 6ème au championnat, premier indé, premier rookie, et il a 15 points d'avance sur Petrucci, donc là qui a marqué beaucoup de points pour le classement indépendant. Au niveau du point Frenchy, donc en British Superbike, on a Gintoli qui courait à Silverstone, il fait 13e et 14e. Donc on se projette sur le prochain Grand Prix qui se déroule à Aragon, et c'est le Grand Prix Movistar. Alors Movistar, c'est un opérateur de téléphonie mobile espagnol, ceci est dit, donc le pognon vient de là. Alors, maintenant que je cite les sponsors, que c'est mon petit jeu, c'est aussi le sponsor number one de Yamaha Factory. Donc je sais pas si c'est une grande importance, j'ai pas eu l'impression que ça en avait, pas autant que Red Bull en Autriche en tout cas. Mais voilà, j'ai vu des magnifiques photos de Lorenzo avec un trophée, avec un M de Movistar et tout. Et petite anecdote 3615 My Life, hier j'ai infligé une rediffusion du Grand Prix à ma fille parce qu'elle se trouvait là quand je regardais. Et elle dit, il se la joue Viñales, et il a marqué Movistar sur sa moto, il se prend pour une star de cinéma. Je lui dis non, c'est Movistar. Il n'y a pas de... Mais ça m'a bien fait rire. Maintenant, quand je verrai Movistar, je penserai à ça. Et vous aussi, j'en suis sûr. Alors, pour revenir à des trucs qui nous intéressent plus, c'est un circuit, à chaque fois je vous fais le coup, et là, ça ne manque pas. Avant ce circuit, il y avait des courses sur route ouverte, genre le TT, avec son lot d'accidents et de dangers probables. Hein, ça se courait dans la commune voisine d'Alcaniz entre 63 et 2003, et à un moment le gouvernement a dit y en a marre, on va vous faire un circuit et arrêter vos âneries. Et un peu ce qui s'est passé avec Carole en fait, quand tu regardes, c'est la sécurité qu'il a emportée, et ça on peut que en être content. Donc il accueille le MotoGP que depuis 2010, hein, parce que le complexe date de 2009. Donc dès qu'il a pu, il a accueilli le MotoGP, et historiquement c'est le 6e circuit où se court le championnat MotoGP en Espagne, après Jerez, la Catalogne, Jarama, je ne connais pas, un autre truc, Montjuic et Valencia. Sachant que donc ça nous en fait quand même 4 pour 2017, puisqu'on a Aragon, Jerez, Catalogne, Valencia. Dorna espagnol, tout ça, complot, les Illuminati. Ah non, c'est surtout que moi c'est je un vois pays surtout qui est qu'il fait bien équipé pour faire ça, quoi.
C'est un pays très bien équipé et où le climat est quand même sympathique, notamment Rérez qui est limite à Gibraltar, où il fait très bon très tôt dans la saison. Donc oui, ils ont des super infrastructures, ils ont beaucoup de pilotes et il y a une culture de ça qui est démente. Hein. Après l'Italie, j'ai l'impression que c'est le deuxième. Enfin, c'est le fief de la moto avec l'Italie. Je vois pas d'autres pays qui peuvent rivaliser. Hein. À part l'Angleterre, mais l'Angleterre c'est une autre style de passion. C'est une passion plus les mecs avec les oreilles décollées, les chicots de travers, hein, qui se lancent à 300 sur l'île de Man ou en British Superbike où ils sont prêts à mourir. Quoi. C'est pas exactement la même ambiance. Quoi. C'est plus brut de fonderie. Quoi. Alors le tracé est pas expert, mais bon, 5 km et une ligne droite de 960 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que tout le monde roule à la même vitesse que les Ducats ou presque? Je ne sais pas. Fut du temps de Stoner, les 960 mètres de ligne droite, c'est intéressant là. On verra. Par contre, ce que moi je note comme point marquant dans le tracé, il est plutôt esthétique, c'est le mur de pierre qui est très très télégénique. Et dont je me suis fait la réflexion parce que j'ai cherché des photos de ce mur qui m'intriguait pas mal. Il est tellement en bord de piste qu'il faudrait pas tourner dans l'autre sens. Oui. Je m'explique, c'est il épouse une colline et le circuit épouse la dite colline, donc quand tu tournes dans un sens du circuit, bah, si tu chutes, c'est vers l'extérieur du mur, donc tu t'éloignes du mur, mais il faut surtout pas jamais prendre le circuit dans l'autre sens parce que tu fonces droit dans le mur si tu tournes pas à gauche quoi, dans ce sens-là. Alors moi qui suis curieux, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mur? Je crois que c'était un truc, tu sais, historique, des remparts, pas du tout. En fait, c'est un mur de soutènement, parce qu'il y a une colline le circuit passe tout au bord d'une colline. C'est un mur de soutènement pour pas que ça s'écroule pendant la saison des pluies. Mais alors les blocs, ils font la taille de ma maison, quoi. C'est pour ça que sur les retransmissions télé, c'est toujours spectaculaire, parce qu'il y a un ratio de taille de bloc à éloignement qui laisse à penser qu'il est très loin. Mais en fait, tu vois, mais en fait pas du tout. Le téléobjectif change beaucoup les choses, mais tu vois des fois. Mais c'est toujours, moi je suis assez fasciné à chaque fois que je vois la retransmission, quand je vois l'angle de caméra où les pilotes finissent le droite et où tu vois le mur derrière, c'est très iconique. Donc voilà, je suis assez fan de ce plan de caméra. Et la mer au fond de Phillip Island. Ouais, clairement. Et pourtant, finalement, j'ai vu sur une vue d'hélico que San Marin, c'est tout près de la mer aussi. Mais c'est pas pareil, il n'y a pas le même dénivelé en fait. Je crois que Phillip Island a du dénivelé, donc te permet de voir la mer. C'est quand même, en plus c'est quand même pas super loin de la falaise non plus. Phillip Island, faut pas rater un freinage quoi. Ça et les mouettes qui te foncent dans le casque. D'ailleurs, Yannone il l'a retrouvé. C'est dangereux quand même. Je sais pas, elle est toujours dans le carénage. Elle commence à faisander un peu dans la Ducati. C'est pour ça que Lorenzo il roule pas si vite. Non, mais c'est terrible. Alors comme on n'y court que depuis 2010, on a que 6 vainqueurs et alors là, le camembert est bien partagé. Puisque tu as Lorenzo 2 victoires, Marquez 2, Stoner 2. Et je déplore que l'ère Rossi post-2010 soit, passe-moi l'expression, mauvaise pour Rossi. Donc il s'est pas illustré sur cette piste-là depuis 2010, date du début de MotoGP à cet endroit, et ça risque pas cette année, hein. Sauf sur le e-sport s'il vient jouer à la PlayStation. Fun fact, pas très fun pour les Hongrois, en fait Aragon était un circuit qui était prêt en 2010, mais en réserve, en wildcard, il était pas censé en 2009 se passer en 2010. Mais il remplace au pied levé, si on peut dire, le Balaton Ring hongrois, qui est une sorte de serpent de mer, qui est un peu le circuit du Pays de Galles, hein, l'équivalent, sauf qu'en fait il avait été commencé en 2008 et abandonné abandonné en 2009, victime de la crise de 2008. Et les fans d'Urbex pourront s'y précipiter parce qu'il est en jachère littéralement, il y a l'herbe qui repousse dedans quoi. Donc c'est un peu lamentable. Il y a une belle photo en image de synthèse en tout cas. Et morné, hein. Ah bah l'image de synthèse, comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Après, si tu vas chercher un peu plus, tu vois des vues aériennes ils avaient commencé le terrassement et les bulldozers avaient. T'as le squelette de la piste dans la terre, quoi. Mais maintenant il y a de l'herbe dedans. Donc donc c'était pas un fun fact, mais c'était un point intéressant de savoir que Aragon. Bon, ils auraient fini par y être au programme, mais ils ont pas mal bénéficié de l'abandon du projet qui était déjà signé avec la Dorna ou la FIM, je sais pas qui gère les circuits et leurs adhésions. Mais au moment de finir, au moment de mettre l'asphalte par terre, les gars ont dit on fait herbe.
Donc voilà. Aragon Alors je va bénéficier t'invite, de ça, et- tu fais bien de Bah, c'est parler pas de ce plus mal. circuit donc, qui n'a jamais existé Mhm. physiquement. Je vous, Oui, je vous conseille circuit d'aller y zombie. jeter un œil parce que alors là, je pense que Ducati ils auraient tout tué là-dessus. Ah, bah, la Town Ring, oui, c'est une espèce de rectangle en fait, Ouais. avec 2 virages parce qu'il faut Est-ce que bien tu peux pas le tourner, relever quoi. quoi, mais oh là là. Bah écoute, on a fait le tour. Bah, il me semble, hein, je trouve qu'il reste trop peu de Grand Prix d'ici la fin de l'année, mais c'est ce qui rend aussi le truc Bah ouais. trépidant. C'est que là, il nous en reste plus que 5 et que chacun va compter triple ou quintuple, hein. Surtout s'il y en a un des trois qui se Ne dis bourre. pas ça, la dernière fois. S'il fait de résultats blancs, je parle. Non, je vais pas porter. Non, mais Ouais, s'il fait un mauvais résultat. Voilà, si tu veux qu'il finisse 20ème, tu vois, qu'il mette pas de points. Ouais. Je veux pas qu'il tombe, mais qui, je sais pas, moi, qui se prenne un sanglier dans le Sanglier à carénage. Aragon. Non, c'est pas des mouettes. Non, mais je sais pas, il y a pas des Ouais, je mouettes sais à pas. Aragon. Je sais pas ce qu'il y a à Aragon. Des tatous. Des trucs sais qui pas. vivent dans le soleil, là. Après, tu sais bien que c'est les jeux du cirque, on ne souhaite pas qu'il arrive des choses, mais on souhaite qu'il arrive des choses. Des faits de course, tu vois, des trucs un peu, ah tiens, le mec il perd un bout de carénage, il arrive pas à rouler, ou comme quand Lorenzo a eu de l'eau dans La son bulle. casque, je sais pas, tu vois, des trucs qui font que tu rebats les cartes. Déjà que les cartes elles sont bien rebattues, mais tu pourrais avoir, ou comme tu disais, enfin on l'évoquait lors de précédents podcasts, parmi ce trio de maboules, tu vas en avoir 2 qui vont se chicaner, voire ils se foutent par terre l'un l'autre à la Yannone, et c'est le troisième qui ramasse les 25 points. Tout peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, même si Yannone n'est pas Oui. dans le tas. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de commentateurs, dont messieurs Tissier, surtout monsieur Tissier, parce que Randy Depugné il est plus raisonnable, il attend de voir ce qu'il va voir, mais il veut la baston Vignales-Marquez, parce qu'on leur a promis ça, je sais pas qui leur a promis ça, qu'il y aurait de la baston Vignales-Marquez, parce qu'ils étaient déjà antagonistes dans les précédentes catégories. Mais là, écoute, on verra ce que ça donne, hein. Moi, tant que c'est Dovi qui gagne, ça me va. Évidemment. Très objectif. Je suis presque aussi monomaniaque que Rémi Tissier avec son duel Marquez-Vignales. Bah, s'il joue la 2 et 3, moi ça me va très bien. Bon. Moi j'ai 2 chouchous, ma foi. J'ai dit ma préférence. Tes 2 chouchous sont donc Yannone et Lorenzo. Espèce de vieux troll. Oui, bah voilà. On verra bien de toute façon. Écoute, on irait bien signer sur son plâtre comme on faisait quand on était mort, on signait sur les plâtres des potes là, sur les plâtres de Rossi. Il faudrait faire ça, une sorte de pétition, tu sais, où tu viens envoyer un bitmap que tu pourrais après imprimer sur le plâtre de Rossi, là, faire avec un pochoir. Enfin bon, il est tellement taré qu'il va le découper à la Dremel et qu'il va remarcher 10 jours trop tôt. Oui, faut quand même le temps que ça se ressoude, hein, tout ça. Hein. Bon. Il est temps de clôturer. Eh bien, messieurs, dames, mesdemoiselles, ouais. Guten Nacht, hein, et puis je dirais. On fait des gros bisous. À bientôt. Ciao. Tchuss.